Mesdames et messieurs, encore une fois bonjour. Il m'est très agréable de m'adresser à vous, une assistance de qualité. Donc, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté universitaire de Béjaïa, je voudrais renouveler mes remerciements pour la délégation régionale du FCE pour avoir choisi l'université de Béjaïa pour tenir ces rendez-vous et ces débats. Et je voudrais saluer la présence nombreuse de l'assistance, témoignage de tout l'intérêt qu'elle porte à la fois pour la communauté universitaire et pour le forum des chefs d'entreprise. La première thématique que nous allons aborder dans le cadre de ces rencontres du FCE au sein de l'université de Béjaïa porte sur les ressources humaines, vecteurs du développement économique et de la compétitivité des organisations. Donc, une thématique qui s'inscrit dans le cadre des rendez-vous économiques du FCE au sein de l'université de Béjaïa. Je vais commencer mon introduction en disant que l'attractivité et la compétitivité d'un territoire, quel qu'il soit, sont nécessairement liées aux relations qui s'établissent entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le monde socio-économique. Dès que cette liaison est présente, forte, consolidée, on peut parler de l'attractivité et de la compétitivité au vu de la complémentarité qui existe entre les deux acteurs. L'université de Béjaïa est au cœur de cette dynamique à travers ses laboratoires de recherche, à travers ses enseignants-chercheurs, à travers ses offres de formation, à travers l'activité estudiantine et à travers aussi sa production scientifique et pédagogique. Et je ne vais pas oublier son réseau de coopération nationale et internationale. Dès qu'on parle de l'université, il y a la notion de l'universalité qui vient à l'esprit. Et si une université doit trouver une place dans cet univers, il faut qu'elle s'inscrive dans cette dynamique de l'universalité. Et il faut que l'universalité de ces formations dispensées en son sein soit quand même quelque chose de concret. Notre pays, qui était persuadé dès les premiers jours de son indépendance que la ressource humaine est le véritable vecteur du développement socio-économique. Tout de suite après, l'Algérie a engagé un certain nombre de réformes du secteur de l'enseignement supérieur. D'abord, sa mise en place. Je rappelle pour l'assistance qu'après l'indépendance, nous n'avions pas eu un ministère de l'enseignement supérieur, mais c'était une direction générale qui dépendait de l'éducation. Ce n'est qu'en 1971 que le ministère de l'enseignement supérieur a été créé. Et c'était la première réforme de l'enseignement supérieur qui a été suivie par la suite d'une autre réforme très très importante en 2003. Alors, chacune de ces deux réformes était conçue suivant un contexte tout à fait particulier. Et vous allez le comprendre tout de suite après. Je vais parler d'abord de la réforme de 1971, la réforme de Ben Yahya. Alors, l'objectif de cette réforme était de former le maximum de cadres immédiatement opérationnels. On n'avait pas de temps à perdre.
au moindre coût, parce que nos caisses n'étaient pas remplies, et répondre aux besoins socio-économiques nombreux qui étaient exprimés à l'époque. Alors, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une vision et d'une économie planifiée. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on parlait même de la carte universitaire nationale. Et compte tenu de l'absence de compétences et d'encadrement universitaire, l'Algérie à l'époque était obligée de faire appel à la coopération internationale et on avait la présence de toute une mosaïque de coopérants au sein de notre pays, ce qui était quand même très très bénéfique. Alors, maintenant, on passe à la dernière décennie, les années 2000. Durant les années 2000, le pays a connu des mutations socio-économiques importantes, profondes. On est passé d'une économie planifiée à une économie de marché. Et le secteur de l'enseignement supérieur était obligé de s'adapter à la nouvelle donne et donc d'adapter la formation supérieure à l'esprit et au principe de la mondialisation. C'est pour ça que la réforme de 2003 est arrivée, communément connue sous l'appellation réforme LMD, une nouvelle architecture, qui a comme principe, je citerai 5 principes. C'est un système international au standard universel. C'est un système qui a vu un grand succès, qui a connu un grand succès dans les pays anglo-saxons. C'est là-bas qu'il a pris naissance, avant d'être généralisé. C'est une réforme qui vise la visibilité des diplômes. Quand vous avez un diplôme algérien, vous partez n'importe où, eh bien, ce diplôme est connu. Quand on parle d'une licence, partout là où vous allez, c'est un diplôme qui est reconnu. Mais si vous partez, par exemple, en Malaisie, et vous parlez d'un diplôme des études universitaires appliquées, de quoi il s'agit? Donc, la lisibilité des diplômes, la mobilité des étudiants, c'est quelque chose de très très important, qui n'était pas possible de par le passé en raison de l'impossibilité de la capitalisation de crédit et de leur transfert. Là, avec le système LMD, avec la nouvelle réforme, un étudiant peut faire une partie de ses études ici, partir dans une autre université pendant 6 mois, pendant une année, capitaliser un certain nombre de connaissances, un certain nombre de crédits et revenir dans son établissement avec une possibilité d'un transfert de crédit. Cette réforme également a prévu la valorisation du travail personnel de l'étudiant. Dans l'ancien système, le volume horaire moyen hebdomadaire était d'environ 45 heures. Et bien, ce volume horaire en présentiel de 45 heures est réduit à environ 24 heures. C'est pour permettre à l'étudiant d'accomplir un travail personnel et de le valoriser. Et tout ça, c'est pour dire que l'étudiant qui était assis, sage comme une image, non, maintenant il devient un acteur dans le cycle de formation. Il participe au cycle de formation. Alors, le LMD, bien sûr, il est structuré en 3 paliers, une licence au bout de 3 ans, un master au bout de 5 ans et un doctorat au bout de 8 ans après l'obtention du baccalauréat. Le LMD en Algérie, il avait, on peut citer
5 principaux objectifs qui ont été visés à travers cette réforme qui a été mise en place à partir de 2003-2004. Le premier objectif, c'était de corriger les dysfonctionnements du système d'enseignement supérieur en Algérie. Promouvoir la professionnalisation des enseignements et rapprocher le monde universitaire du monde économique. Ce que nous faisons. Assurer une formation supérieure sous de nouvelles formes et dans de nouveaux profils axés sur les compétences d'une ressource humaine performante et directement opérationnelle dans le marché du travail. Le quatrième objectif, c'est de développer l'excellence à l'université et l'amener au niveau des standards internationaux, tant sur le plan de ses productions pédagogiques et scientifiques que sur celui de sa compétitivité à l'international. Et nous allons voir comment nos universités, à partir de la mise en place de la réforme, ont vu leur visibilité, leur lisibilité au niveau international nettement améliorée. Je vais vous donner quelques indicateurs par la suite. Le cinquième objectif visé à travers la mise en place de cette réforme en 2003, c'est d'introduire les pratiques de l'évaluation dans le système d'enseignement supérieur, dans sa dimension institutionnelle et ses projections pédagogiques, scientifiques et professionnelles. Donc cette question d'évaluation est une question également importante. Alors, pour la mise en place de cette réforme, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'était en 2004-2005, qui consistait en l'introduction de la réforme de manière progressive et de manière volontaire. Il y avait une douzaine d'universités volontaires pour l'adoption de cette nouvelle architecture des enseignements supérieurs dans l'université de Béjaïa. Donc, une étape d'initiation de la réforme. Puis par la suite, une étape de généralisation, c'est-à-dire à partir de 2008-2009, il y a eu la généralisation du système LMD dans toutes les universités du pays, excepté les filières de médecine, qui présentent une spécificité. Et puis une troisième étape, en 2011-2012, avec l'arrivée sur le marché du travail des nouveaux diplômés, des premiers diplômés, du système LMD, il était donc intéressant de faire une évaluation. Donc, une première évaluation a été faite en 2011-2012. Maintenant, je vais vous présenter brièvement l'université de Béjaïa en chiffres. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas de manière précise, l'université de Béjaïa compte 4 campus universitaires et va offrir à partir de septembre prochain une capacité globale d'accueil de 52 000 places pédagogiques. Et quand on dit 52 000 places pédagogiques, c'est une ville universitaire qui a les capacités d'accueillir environ 60 000 étudiants. C'est une ville attractive, c'est une ville ouverte, c'est une ville d'histoire, de culture, c'est une ville là où il fait bon à vivre, c'est une région qui compte une population très accueillante. Eh bien, je pense que si on ouvre les portes de l'université de Béjaïa, nous allons rapidement tendre vers la saturation. Elle comporte 8 facultés pluridisciplinaires. Donc le caractère pluridisciplinaire existe au sein de l'université de Béjaïa. Nous formons pratiquement dans toutes les disciplines. Forte avec ces 32 laboratoires de recherche, et vous allez voir le dynamisme de ces laboratoires de recherche par la suite à travers leur production, encadrée par 1000
638 enseignants-chercheurs et bien entendu, l'université de Béjaïa est fréquentée aujourd'hui par 43 000 étudiants en graduation et en post-graduation, et tout ça avec l'accompagnement d'un personnel ATS performant et professionnel au nombre de 1203 ATS. Et bien entendu, au sein de l'université de Béjaïa, nous comptons environ 240 offres de formation habilitées. Et la cerise sur le gâteau, nous avons 13 offres de formation doctorale qui couvrent pratiquement toutes les disciplines et dispensées au niveau de toutes les facultés, y compris la faculté de médecine. Maintenant, un slide qui montre un peu l'évolution des effectifs au sein de l'université de Béjaïa, pardon. Vous voyez qu'en 1983, là on a démarré avec un chiffre très, très faible, et nous avons avec nous Ustad Adli, qui a eu le privilège d'ouvrir cette université en compagnie de beaucoup de personnes. Et au passage, on salue notre ami M. Saoudi Bouzid, premier recteur de l'université de Béjaïa, pour tout le travail admirable et de qualité qu'il a réalisé. Donc il a commencé avec 240 étudiants et une dizaine d'enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, vous voyez donc cette évolution exponentielle, et nous comptons aujourd'hui 43 000 étudiants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les diplômés. L'université de Béjaïa ayant ouvert ses portes en 83, donc les premiers diplômés, c'était des diplômés de licence en 86-87, DUA pardon, et puis par la suite, vous voyez également cette évolution. Aujourd'hui, l'université de Béjaïa a mis sur le marché du travail près de 100 000 diplômés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, une ressource humaine qui est mise à la disposition des chefs d'entreprise pour faire fonctionner leurs entreprises, pour créer de la richesse, pour faire de la plus-value et pour participer à l'élan de développement de notre pays. L'année dernière, nous avons mis sur le marché du travail 10 000 diplômés, plus de 10 000 diplômés. Et nous avons enregistré 136 soutenances de thèses en post-graduation. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et là, c'était une cérémonie, la cérémonie de remise des prix de l'année dernière, 2014-2015, qui a connu un succès important et qui a vu la sortie de la deuxième promotion de médecine au nombre de 98 médecins généralistes, dont la plupart ont continué leur formation dans le cycle de la spécialité. Les offres de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont diverses et variées et touchent pratiquement toutes les disciplines. Ici, vous avez les offres de formation dans le domaine de la technologie, de génie des procédés, de l'électronique, du génie civil, de l'électromécanique, de l'automatique, etc. Donc vous avez pratiquement tous les domaines de la technologie qui sont couverts par ces offres de formation dispensées au sein de la faculté de technologie dans les départements, dans les différents départements. Là, vous avez également la formation d'architecte au sein de l'université de Béjaïa, et cette année, nous allons avoir
la sortie de la 4e promotion, spécialisée en architecture, ville et territoire. Nous avons une formation très très importante qui a été initiée en début des années 90 et qui a été érigée au rang de formation à caractère national, une formation d'excellence dans le domaine de l'hydraulique. Nous avons également plusieurs offres de formation dans les sciences humaines et sociales. Et je rappelle l'assistance que les sciences humaines et sociales, exceptionnellement au sein de l'université de Béjaïa, c'est des formations dispensées en langue française et qui couvrent donc les grands domaines des sciences humaines et le grand domaine des sciences sociales, avec l'introduction récente de la communication au sein de l'université de Béjaïa. Il y a également les STAPS, le sport est présent, aussi bien en licence qu'en master. Les langues sont présentes, la langue amazigh, dont le département a été créé début des années 90 et qui fait aujourd'hui la fierté de l'université de Béjaïa, qui compte plus de 2000 étudiants, qui forment dans tous les paliers, licence, master et doctorat, et qui va être renforcé très prochainement par son élection au rang d'institut, voire de faculté, et qui va également bénéficier d'une nouvelle structure de recherche qui a une dimension nationale et qui est dédiée à la promotion de la langue et de la culture amazigh. Nous avons également le département d'arabe qui dispense des enseignements et des formations de haut niveau en linguistique, en littérature, en sciences du langage, avec un cachet porté sur la littérature algérienne. C'est quelque chose également de nouveau. Une panoplie d'offres de formation dans le domaine des sciences économiques, et dans le domaine des sciences de la gestion et dans le domaine des sciences commerciales. Également une panoplie d'offres de formation qui va du commerce au marketing, à la comptabilité, à la finance, à la gestion de la ressource humaine, au management, à l'entrepreneuriat, etc., etc., à l'économie du développement et de la gouvernance. Donc, une panoplie d'offres de formation dispensées au sein de la faculté des sciences économiques, de gestion et commerciale. Plusieurs offres de formation également dans le droit, une faculté certes jeune mais extrêmement dynamique et qui a diversifié en un temps record ses offres de formation. Dans le temps, on entendait parler d'une offre de formation en sciences juridiques. J'ai une licence en droit. Mais là, on a spécialisé nos parcours pédagogiques et on les a rendus plus pertinents et mieux adaptés aux besoins socio-économiques et également de manière à accompagner toutes les mutations qu'a connues notre pays, notamment durant cette dernière décennie. Il y a les départements de langue française et de langue anglaise qui offrent également des opportunités de formation dans des spécialités très intéressantes, la didactique, la linguistique, sciences des textes littéraires français et d'expression française, sciences du langage, etc., etc. La langue anglaise, la même chose, la didactique, la linguistique et la littérature et civilisation anglo-saxonne.
Et je voudrais marquer un passage, une pause, et exprimer une pensée sincère et exprimer également des remerciements aux collègues de la faculté des langues et des lettres, et plus particulièrement à la faculté, au département de langue anglaise, dont on a désigné 9 candidats pour un concours de formation à l'étranger, pour des bourses de formation à l'étranger. C'est un concours régional qui touche la région centre du pays, un concours qui a été organisé à l'université de Blida. Sur les 9 candidats, nous avions eu 9 admis. Donc, chapeau bas, bravo pour les enseignants de ce département. Nous avons également une faculté extrêmement importante et dynamique, c'est la faculté des sciences de la nature et de la vie, qui compte plusieurs départements, plusieurs filières, et vous voyez la diversité des offres de formation dispensées dans cette faculté que je qualifie peut-être la plus dynamique en matière de formation et en matière donc de diversité de ces offres de formation. Il y a également des offres de formation dans les sciences dures, telles que la physique, la chimie, les mathématiques, de la chimie fondamentale à la physique fondamentale, en passant par des formations plus appliquées, la chimie analytique, la chimie des matériaux, mécanique des fluides, et également une nouveauté, matériaux et nanocomposites. Au niveau des sciences dures, nous avons des offres de formation en mathématiques, des offres de formation en informatique, des offres de formation en recherche opérationnelle, la recherche opérationnelle qui est à mi-chemin entre les mathématiques et l'informatique. Et enfin, nous avons une faculté de médecine très performante malgré son jeune âge, qui offre maintenant une formation de médecins généralistes et de médecins spécialistes, et qui permet également l'inscription de ces enseignants maîtres assistants en doctorat. Et très prochainement, nous allons avoir la première soutenance de thèse de doctorat de médecine au sein de l'université de Béjaïa. C'est quelque chose d'extraordinaire et d'historique. Nous avons également initié une offre de formation en sciences infirmières. C'est une formation extrêmement importante, pertinente, qui trouve beaucoup de retombées pratiques. Le marché du travail est pratiquement vierge. Il y a une forte demande au niveau du secteur de la santé. On parle d'un déficit de 42 000 diplômés en sciences infirmières. Donc nous avons contribué avec près de 600 diplômés, mais j'avoue que nous avons trouvé beaucoup de difficultés dans cette offre de formation. Pour le moment, les étudiants qui sont dans le pipe vont être diplômés. Pour le reste, nous allons marquer une pause en attendant de clarifier un certain nombre d'aspects d'ordre technique. Alors on dit l'université, lieu de la production et de la connaissance et de transmission du savoir. Mais aujourd'hui, cette université, elle est confrontée à 2 défis majeurs. La nôtre, 2 défis majeurs. Le premier, c'est comment trouver l'équilibre entre comment gérer cette situation de la massification de l'université et réussir la qualité de sa formation. Le deuxième défi, c'est bien entendu l'employabilité de nos jeunes diplômés. Et là, les patrons de l'entreprise, les capitaines d'industrie sont là, donc nous allons discuter cette thématique. Alors, à mon sens, il y a 4 réponses
pour traiter ces deux défis. La première réponse, c'est d'avoir une nouvelle vision sur le montage des offres de formation. Dans le temps, on montait nos offres de formation dans nos bureaux, au sein de l'université. Puis par la suite, on assure la formation. Et une fois que nous avons diplômé les premiers étudiants formés, à ce moment-là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur utilisateur. C'est pas normal. Là, il faut vraiment qu'il y ait une autre approche, une autre méthodologie de travail, une autre vision. Il faut que nous ayons cette approche par compétence présente dans nos esprits et que nous allions faire le chemin inverse. Aller vers les entreprises, aller vers le monde socio-économique, voir quel type de diplômés ont besoin, quel type de compétences rechercher, quelles sont les niches d'emploi. Et en fonction de ça, nous montons des offres de formation, mais avec la contribution des professionnels du monde socio-économique, avec leur implication également dans le cycle de formation, avec l'ouverture de leur entreprise pour des terrains de stage, des terrains d'imprégnation des étudiants. Et vous allez voir, à travers les quelques exemples que je donnerai tout à l'heure, ça va être du gagnant-gagnant. La deuxième réponse, il faut que nous ayons la notion d'innovation dans nos méthodes de travail, dans les outils pédagogiques, dans les documents pédagogiques, dans la didactique de formation, etc., etc. Donc, il faut innover et il faut s'écarter du cadre classique et traditionnel de formation. Développer le partenariat avec le monde socio-économique, avec les universités étrangères, constituer un réseau de coopération, le renforcer de jour en jour, et également favoriser l'expertise. Il faut qu'il y ait cette vision d'évaluation externe. Mais avant qu'il y ait cette évaluation externe, il faut qu'il y ait l'auto-évaluation interne. À travers ces 4 réponses, peut-être qu'on pourrait surmonter la difficulté de l'employabilité de nos jeunes diplômés et réussir l'équilibre entre la massification et la qualité de la formation. Mais je peux vous dire que l'employabilité reste notre principale préoccupation. Alors, beaucoup de gens se posent la question suivante, c'est quoi l'employabilité d'un diplômé? Eh bien, c'est d'abord une formation adaptée au marché du travail. Si vous formez quelqu'un en adéquation avec le marché du travail, il va trouver du travail. Dans le cas contraire, non. C'est une polyvalence. Ce n'est pas parce que j'ai fait un diplôme de mathématiques que je vais chercher forcément un poste d'enseignant en mathématiques dans un collège. Non. Non. Il faut qu'il y ait cette polyvalence. La flexibilité, la convertibilité, des aptitudes, des compétences et des qualités professionnelles, capacité d'intégration et de travail en équipe. C'est l'esprit managérial, c'est l'innovation. Si vous réunissez tout ça, à ce moment-là, la problématique de l'employabilité est quasiment résolue. Pour l'université, l'employabilité, c'est un indicateur de performance et un critère de qualité d'une formation.
Si vous formez et qu'au bout du compte, tous vos diplômés sont embauchés, ça veut dire que l'université se porte en bonne santé. Ça veut dire que la formation que vous dispensez est de qualité et utile. Dans le cas contraire, il faut se poser des questions. L'employabilité de nos diplômés est au cœur donc de notre préoccupation. Et sur cette thématique, il y a quatre acteurs, quatre parties qui sont concernées. L'État. L'État n'a pas intérêt à ce qu'il ait plus de chômeurs. L'université, nous voudrions former utile et nous voudrions avoir notre